L'intelligence artificielle, on en parle partout et maintenant, elle débarque dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux. Mais au-delà de la pure technologie, elle s'invite aussi dans la formation des futurs médecins. Et là, ça soulève un défi complètement nouveau. On va décortiquer ensemble ce nouveau dilemme du docteur à l'ère de l'IA. Pour bien comprendre de quoi on parle, mettons-nous en situation. Imaginez la scène. Une clinique, le va-et-vient habituel, l'ambiance à la fois studieuse et un peu tendue. Bref, un lieu d'apprentissage où chaque décision, même la plus petite, compte énormément. Un médecin formateur observe un jeune résident. Après avoir examiné un patient, ce dernier sort son téléphone un peu discrètement. Et là, dans la tête du formateur, le doute s'installe. Il est sûrement en train d'utiliser l'IA de son téléphone. Et maintenant, je fais quoi? C'est cette question, toute simple en apparence, mais en réalité très complexe, qui est au cœur de notre sujet. Et là, tout s'enchaîne dans son esprit, une avalanche de questions. Qu'est-ce qu'il a bien pu demander à cette IA? Est-ce qu'il est en train de prendre la réponse pour argent comptant ou est-ce qu'il garde un esprit critique? Et puis, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un algorithme pour un raisonnement clinique? Et la question la plus difficile, comment est-ce que je suis censé intervenir là, maintenant? Ce petit moment, cette anecdote, ça ouvre la porte sur un sujet bien plus vaste. D'un côté, les promesses de l'IA en médecine sont absolument immenses. Mais de l'autre, les dangers, surtout quand on est en pleine formation, sont tout aussi réels. Et on touche là au cœur du problème, le grand écart. D'un côté, on a la promesse, ce qu'on appelle le déchargement cognitif. L'idée, c'est que l'IA s'occupe des tâches un peu mécaniques, ce qui libère de l'espace dans le cerveau du médecin pour qu'il se concentre sur les vrais problèmes complexes. Mais de l'autre côté, il y a le péril, la surdépendance cognitive. Et là, c'est le risque de voir notre capacité à résoudre les problèmes par nous-mêmes s'affaiblir. Le premier grand risque, ça porte un nom, le deskilling ou la déqualification. Pour faire simple, c'est la perte de compétences qu'on avait durement acquises. Un peu comme un pilote de ligne qui se fierait tellement au pilote automatique qu'il finirait par oublier comment faire un atterrissage manuel. On désapprend par manque de pratique. Le deuxième risque, est peut-être encore plus préoccupant pour les nouvelles générations, c'est le never skilling. Là, ce n'est pas qu'on perd une compétence, c'est qu'on ne l'acquiert jamais. L'IA est utilisée si tôt, si souvent, qu'elle devient une béquille. Et le muscle du raisonnement clinique, il ne se développe tout simplement pas. Et enfin, il y a le miskilling, la mauvaise qualification. Là, on franchit un cap. L'IA n'empêche pas seulement d'apprendre, elle peut carrément enseigner de mauvaises habitudes. Si l'outil fait des erreurs ou propage des biais et que personne ne s'en rend compte, ces erreurs deviennent la norme pour l'étudiant. Alors, face à tous ces risques, on en revient toujours à la même question. Et maintenant, on fait quoi? Heureusement, il n'est pas question de baisser les bras. Des chercheurs ont développé une approche structurée pour justement transformer ces moments de doute en vraies opportunités d'apprentissage. Et la réponse, elle tient dans un cadre de pensée. L'idée, ce n'est surtout pas d'interdire l'IA. Au contraire, c'est de se servir de chaque interaction avec l'outil pour en faire un moment pédagogique fort. Une méthode pour construire ce qui est le plus important au final, l'esprit critique. Alors, comment ça marche cette méthode baptisée DFT-TI? C'est un processus en 5 temps. Tout part du diagnostic et de la discussion. Le formateur engage le dialogue pour comprendre. Ensuite, on passe aux preuves. L'étudiant doit expliquer et justifier ses conclusions. À partir de là, le formateur peut donner un feedback personnalisé qui débouche sur un enseignement ciblé. Et enfin, on termine avec une recommandation concrète sur comment mieux utiliser l'outil à l'avenir de manière plus sûre. Pour pousser la réflexion, les chercheurs utilisent 2 métaphores que je trouve vraiment parlantes, celle du cyborg et celle du centaure. Ce sont 2 manières radicalement différentes d'envisager la collaboration entre un être humain et une machine. Alors, l'approche du centaure, c'est quoi? Les tâches sont clairement séparées. L'humain garde le contrôle, il est le stratège. Il prend les décisions importantes, il délègue des missions précises à l'IA et surtout, il évalue systématiquement le résultat. C'est un chef d'orchestre. À l'opposé, on a l'approche du cyborg. Là, le travail de l'humain et de l'IA sont fusionnés. Ils co-créent le résultat ensemble. C'est super efficace, mais attention, seulement pour les tâches à faible risque. Du coup, comment on choisit? Ce tableau, il résume bien la situation. Pour une aide à la décision clinique, un truc vraiment critique à haut risque, c'est l'approche centaure. Sans hésiter, on délègue, mais on vérifie tout. Par contre, pour rédiger un simple mail à un collègue ou pour créer un plan de révision, là, le risque est faible. On peut totalement fonctionner en mode cyborg, en collaboration étroite. On le voit bien, l'objectif, ce n'est pas de choisir son camp une bonne fois pour toutes. La véritable nouvelle compétence, celle qui est cruciale aujourd'hui, c'est cette agilité, cette pratique adaptative. C'est de savoir quand il faut agir en centaure, prudent et en contrôle, et quand on peut se permettre de collaborer en cyborg.
Et tout ça, ça nous amène à la règle d'or, au message le plus important de cette analyse. C'est vraiment le nouveau paradigme pour travailler avec l'IA en toute confiance et en toute sécurité. En fait, chaque fois qu'on utilise une IA, on fait une sorte de saut dans l'inconnu, un petit acte de foi, parce qu'on ne sait pas toujours comment elle est arrivée à son résultat. Mais attention, cet acte de foi ne doit jamais être aveugle. Au contraire, il doit devenir un réflexe, le réflexe de marquer une pause cognitive, un tout petit instant pour évaluer le résultat avec un œil critique avant de l'accepter. Cette citation, elle résume tout à la perfection. Les résultats de l'IA sont vos données d'entrée préliminaires, tout comme un rapport de radiologie préliminaire ou une interprétation automatisée d'électrocardiogramme. Vérifiez, puis faites confiance. Voilà, l'IA donne le point de départ, elle ne donne jamais la réponse finale. Et donc, on se quitte sur une question qui reste ouverte et qui va sûrement nous occuper pendant un bon moment. À mesure que l'intelligence artificielle devient de plus en plus intelligente, comment fait-on pour s'assurer que les humains, eux, restent sages? La réponse, elle est sans doute dans notre capacité à toujours continuer d'apprendre et surtout à ne jamais, jamais cesser de questionner.